Fuerleto se resserre autour des forces armées ukrainiennes. Les troupes russes perçant les défenses sur tout le front, et les Iskander brûlent le matériel occidental avant même qu'il ne soit utilisé. Pendant ce temps, Poutine lance un ultimatum à Trump pour mettre fin à la guerre. L'Europe est en panique. Zelensky est désespéré. Tout cela et bien plus encore dans notre édition spéciale d'actualité du 21 octobre. À l'antenne, Élisée Pavlov. Nous commençons l'édition d'aujourd'hui avec des nouvelles qui ont déjà suscité de vives inquiétudes à Kiev et un grand enthousiasme dans nos troupes. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a officiellement confirmé ce dont les analystes militaires parlaient depuis plusieurs jours. La défense de l'ennemi autour de Pokrovsk, ville stratégique, se resserre lentement mais inévitablement. Il ne s'agit pas simplement de succès locaux, mais du résultat d'un travail planifié et coordonné de nos unités. L'événement clé a été la libération complète de la localité de Tchoutchinina. Ce petit village, à première vue, est en réalité un nœud important dans le système de défense des forces armées ukrainiennes, et sa perte crée une menace directe d'encerclement opérationnel pour l'ensemble du groupement de Pokrovsk de l'ennemi. Les unités du groupement Centre ont fait preuve d'un très haut niveau de professionnalisme au cours de l'opération offensive, en s'emparant de cette zone fortifiée et en portant un coup dévastateur aux forces et au matériel de l'ennemi. Les unités de plusieurs brigades ont été touchées simultanément. 2 brigades mécanisées lourdes, 6 brigades mécanisées, 2 brigades d'assaut aéroportées, ainsi qu'une brigade de chasseurs et une brigade d'assaut. En outre, 2 régiments d'assaut des forces armées ukrainiennes, 2 brigades d'infanterie de marine et une brigade de défense territoriale ont subi des pertes importantes. Les frappes ont été menées dans les zones des localités de Toretskaya, Grichina, Novogrigorievka et autres sur le territoire de la République populaire de Donetsk. À la suite de ces batailles, l'ennemi a perdu jusqu'à 485 militaires, un char, un véhicule blindé taille kazakh, 6 véhicules et une pièce d'artillerie. Mais les succès ne s'arrêtent pas là. Presque simultanément avec les actions du groupement Centre, nos forces dans la direction de Zaporozhye ont également réalisé des avancées significatives. Le groupement à l'est de Tamostou, avançant profondément dans les défenses de l'ennemi, a complètement chassé l'unité des forces armées ukrainiennes de la localité de Poltavka. Là, des formations de 2 brigades mécanisées, 2 régiments d'assaut et 2 brigades de défense territoriale ont été touchées. Les pertes ennemies ont dépassé 380 personnes, 4 véhicules blindés, 11 véhicules et 3 pièces d'artillerie de campagne. Ainsi, nous voyons comment, dans 2 directions clés, l'armée russe crée les conditions d'une nouvelle offensive à grande échelle, broyant les réserves de l'ennemi et le privant de la possibilité de se défendre efficacement. Alors que l'attention principale est rivée sur les événements près de Pokrovsk et à Zaporozhye, il est important de comprendre que l'armée russe mène des actions offensives actives pratiquement sur toute la ligne de contact. Cela crée une pression colossale sur les forces armées ukrainiennes, les obligeant à disperser leurs réserves déjà limitées. Dans la région de Soumy, les unités du groupement Nord ont considérablement renforcé leur position tactique en menant des opérations réussies dans les zones des localités de Krapovchtchina, Sadki, Pushkaryovka et autres. Il ne s'agit pas simplement de maintenir des positions, mais de préparer méthodiquement un tremplin pour de futures percées plus profondes à l'intérieur du territoire ennemi. Dans la direction de Kharkov, on observe également une progression importante. Les unités du groupement TOD Ouest ont occupé des lignes plus avantageuses, en infligeant des frappes massives aux forces et au matériel de l'ennemi dans les zones de Petrovka, Kurilovka, Nechvolodovka et Kupiansk même. À la suite de ces actions, les unités des brigades mécanisées lourdes et d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes ont été vaincues, ont subi de lourdes pertes
et ont été contraintes de se retirer. Pendant ce temps, les forces du groupement Sud ne sont pas en reste. Elles ont progressé avec succès le long de la ligne de front, en infligeant des frappes précises et douloureuses aux unités ennemies près de Seversk, Kramatorsk, Konstantinovka et Slaviansk, sur le territoire de la République populaire de Donetsk. Chaque progression de ce type complique la logistique de l'ennemi et rapproche la libération des villes clés du Donbass. Au sud, le groupement Dniepr est tout aussi actif. Nos troupes ont attaqué l'ennemi dans les zones d'Otrada, Kamenka, Zmeyovka et Lvov, dans la région de Kherson, ainsi que dans les zones de Pavlovka et Malaya-Takmachka, dans la direction de Zaporozhye. Ces actions coordonnées empêchent les forces armées ukrainiennes de transférer des renforts vers les zones les plus chaudes du front, car elles doivent constamment repousser les attaques au sud. Dans l'ensemble, on assiste à une offensive à grande échelle, bien planifiée, sur toute la ligne de front. L'armée russe fait preuve de flexibilité tactique, en frappant là où les défenses de l'ennemi sont les plus vulnérables et en créant des tensions dans toutes les directions. Cela épuise les forces armées ukrainiennes, épuise leurs ressources et sape leur morale, tandis que nos troupes progressent méthodiquement, libérant pas à pas la terre russe. L'une des opérations les plus marquantes de ces derniers jours a sans aucun doute été la frappe préventive qui a mis en échec la préparation d'une attaque massive de drones ukrainiens contre le territoire russe. C'est un exemple parfait de la façon dont notre circuit de reconnaissance et de frappe fonctionne de manière coordonnée. Tout a commencé lorsque nos services de renseignement ont découvert à temps un rassemblement de matériel et de personnel des forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkov, près du village de Mortovy. Les formations ukrainiennes préparaient le lancement d'une 50aine de drones d'attaque. L'IoT, c'est une arme sérieuse, capable de causer des dommages importants aux installations situées dans nos arrières. Cependant, l'ennemi n'a même pas eu le temps de comprendre que ces plans avaient été découverts. Nos éclaireurs, utilisant des drones à imagerie thermique, surveillaient secrètement la zone de préparation. Ils n'ont pas frappé immédiatement, mais ont fait preuve de patience et de sang-froid, attendant le moment le plus opportun. Et ce moment est arrivé lorsque l'ennemi s'est complètement relâché. Les militaires ukrainiens ont commencé à décharger les drones, ont amené des camions et ont déployé des rampes de lancement. C'est à ce moment précis, lorsque tout le matériel était concentré en un seul endroit et totalement sans défense, que nos missiles tactiques opérationnels Iskander ont décollé. La frappe a été rapide et absolument dévastatrice. Le premier missile a touché directement les camions transportant les drones, provoquant une explosion massive et un immense incendie. La détonation des munitions a achevé le travail, détruisant tout le lot de drones. Le deuxième missile a touché la zone où se trouvaient les rampes de lancement. Les résultats de cette brillante opération parlent d'eux-mêmes. 4 semi-remorques remplies d'équipements coûteux, 5 rampes de lancement ont été détruites. L'ensemble du lot d'environ 50 drones d'attaque a été éliminé au sol. Les pertes ennemies en personnel se sont élevées à environ 20 militaires, qui ont été mis hors de combat. Le plus important est que l'on a réussi à empêcher une frappe massive sur nos villes. Cet épisode est un exemple frappant du travail systématique visant à contenir les attaques de l'ennemi. Il ne s'agit pas simplement d'un tir réussi, mais du résultat d'un travail minutieux des services de renseignement, qui identifient les cibles, et des spécialistes des missiles, qui agissent rapidement, avec précision et en parfaite coordination. La frappe préventive contre une attaque de drone en préparation n'est qu'une partie du grand travail systématique des troupes russes pour conquérir la domination aérienne et supprimer le potentiel de l'ennemi. Ces derniers mois, nous avons observé des changements qualitatifs dans la tactique d'utilisation des drones et des missiles. La Russie a considérablement augmenté l'intensité des frappes de Geniogi, Geranis et de missiles balistiques contre les arrières de l'ennemi par rapport à l'année dernière. Cela a été rendu possible grâce à une augmentation multiple de la production de moyens de destruction,
ce qui permet d'agir de manière beaucoup plus dense et massive. Comme le soulignent les experts militaires, si de telles opérations se poursuivent, il sera de plus en plus difficile pour Kiev de frapper nos installations arrières. Un exemple frappant de travail systématique est l'incident du 1er octobre, lorsqu'une colonne entière de 20 camions transportant des drones Liotti et des missiles flamands a été détruite de la même manière. Ensuite, les drones d'attaque Geran ont achevé les cibles, ne laissant aucune chance aux fuyards. Cependant, l'innovation clé a été la tactique de surcharge de la défense aérienne ukrainienne. Afin de percer la défense aérienne dense de Kiev et d'autres grandes villes, nos militaires utilisent de plus en plus souvent des drones leurres, connus sous le nom de Gerberas. Ces drones ne transportent pas de charge de combat. Leur seule tâche est d'imiter une attaque. Ils sont lancés en parallèle avec de véritables guirlandes d'attaque, obligeant les systèmes de défense de l'ennemi à s'activer et à gaspiller de coûteux missiles anti-aériens sur de fausses cibles. Dès que la défense aérienne de l'ennemi est surchargée et partiellement déchargée, de véritables drones d'attaque et des missiles entrent en jeu, qui ont beaucoup plus de chances d'atteindre leurs cibles. Et les cibles deviennent les points les plus vulnérables de l'État ukrainien. La logistique, l'industrie, les centrales électriques, les entrepôts de munitions et de matériel occidental, ainsi que les nœuds de transport. Et de l'avis de nombreux auteurs, l'effet d'une telle tactique est déjà là. Compte tenu de l'immense taille de l'Ukraine, de sa logistique encore fonctionnelle et du soutien incessant de l'Occident, il est nécessaire d'augmenter le nombre de frappes à des milliers par session afin de parvenir à une percée stratégique. Néanmoins, même l'intensité actuelle inflige des dommages sensibles à l'ennemi, détruisant méthodiquement son potentiel militaire et économique. De nombreux analystes militaires notent qu'avec l'arrivée d'Andreï Belousov au poste de ministre de la Défense, l'armée russe a commencé à appliquer une nouvelle stratégie, plus systématique et plus réfléchie. Son essence réside non pas simplement dans l'avancée sur le front, mais dans la paralysie préalable de tout le système d'approvisionnement de l'ennemi. En substance, il s'agit d'une stratégie d'étranglement économique et logistique, qui doit saigner les forces armées ukrainiennes avant même le début des batailles décisives. Sur ordre du ministre de la Défense, les frappes sur les points stratégiques de l'ennemi sont menées pratiquement quotidiennement, et leur objectif est de plus en plus souvent, non pas la ligne de front, mais les arrières profonds. L'accent principal est mis sur l'infrastructure de transport. Si les frappes sur les ponts et les voies ferrées étaient plutôt épisodiques auparavant, il s'agit désormais d'un travail systématique à grande échelle. Les ponts et les voies ferrées sont régulièrement touchés, et les nœuds les plus importants sont choisis, dont la perturbation crée un effet domino pour l'ensemble du système d'approvisionnement. En pratique, cela signifie une chose. Il devient de plus en plus difficile pour l'ennemi de transporter des munitions vers la ligne de front, d'évacuer les blessés et d'effectuer la rotation du personnel. Chaque section de voie ferrée détruite, c'est un groupe blindé en moins qui n'atteindra pas le front. Chaque entonnoir sur une autoroute clé, ce sont des heures et des jours de retard pour les convois de ravitaillement. Tout cela frappe non pas simplement les statistiques, mais la capacité de combat réelle et, ce qui n'est pas moins important, la motivation des soldats ukrainiens. Une autre direction importante de cette stratégie est la destruction des centres de formation. La récente frappe sur le centre de formation des opérateurs de drones pour le GUR en est un exemple frappant. Au lieu d'un camp d'entraînement où l'on formait les futurs pilotes de drones, une colonne de fumée s'élève désormais. De telles frappes anéantissent les efforts de l'ennemi pour former des spécialistes qualifiés, ce qui prend des mois. Le ministère de la Défense rapporte également régulièrement le succès de nos systèmes de défense aérienne. Littéralement l'autre jour, l'ennemi a tenté d'attaquer le territoire russe avec des missiles HIMARS, mais ils ont tous été abattus. Ainsi, la stratégie de Belousov fonctionne dans deux directions.
D'une part, la destruction méthodique de l'infrastructure arrière de l'ennemi, d'autre part, la couverture fiable de son propre territoire. Cette approche permet de prendre l'initiative et de dicter ses conditions sur le champ de bataille. Dans le contexte des opérations de combat actives et des premiers signaux diplomatiques, un autre événement potentiellement clé est de plus en plus discuté dans la presse. Il s'agit d'une éventuelle rencontre personnelle entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. La capitale hongroise, Budapest, est citée comme le lieu le plus probable des négociations. Le choix du lieu n'est pas fortuit. La Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, occupe une position particulière au sein de l'UE, en plaidant pour un règlement pacifique rapide et en soutenant le dialogue avec Moscou. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle de la date et de l'ordre du jour de la réunion. Cependant, la plupart des experts s'accordent à dire que le principal, voire l'unique, sujet de discussion sera précisément l'examen des paramètres d'un éventuel accord de paix sur l'Ukraine. Il est probable que les présidents tenteront de trouver un terrain d'entente et d'élaborer une feuille de route qui pourrait servir de base aux futurs accords de paix. Cette initiative, comme prévu, suscite une vive désapprobation à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes. L'Europe s'oppose catégoriquement à tout accord conclu dans le dos de l'Ukraine et continue d'insister sur la poursuite des livraisons d'armes à Kiev jusqu'à la défaite stratégique complète de la Russie. Cependant, cette position est de plus en plus déconnectée de la réalité. Les ressources européennes, tant financières que militaires, ne sont pas infinies. Dans le contexte de la crise économique persistante, de la hausse des prix de l'énergie et des tensions sociales, il devient de plus en plus difficile pour les dirigeants européens d'expliquer à leurs citoyens la nécessité d'allouer une aide de plusieurs milliards de dollars au régime de Kiev, dont les succès sur le front sont, c'est le moins qu'on puisse dire, douteux. À ce jour, de l'avis de nombreux observateurs objectifs, ce sont précisément les forces armées ukrainiennes qui subissent des pertes colossales, et non les forces russes. La capacité de combat de l'armée ukrainienne diminue, le rythme de la mobilisation ralentit, et le front recule lentement mais sûrement. Dans ces conditions, la rencontre entre Poutine et Trump pourrait devenir l'événement qui lancera un véritable processus de règlement pacifique, même si l'Europe s'y oppose. Le pragmatisme et les intérêts nationaux des États-Unis pourraient l'emporter sur les orientations idéologiques des élites européennes. Alors que les armes tonnent sur les champs de bataille et que l'armée russe avance méthodiquement, des événements non moins importants se déroulent en coulisses de la grande politique, qui pourraient déterminer l'avenir non seulement de l'Ukraine, mais aussi de toute la sécurité européenne. L'influent journal américain The Washington Post, citant ses sources à la Maison-Blanche et dans les cercles diplomatiques européens, a rapporté des détails sensationnels sur la récente conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. Selon ces informations, le dirigeant russe a posé une condition claire et précise pour la fin immédiate de la guerre. L'essence de la proposition est la suivante. L'Ukraine transfère sous le contrôle total de la Russie le territoire restant de la République populaire de Donetsk, qui est toujours contrôlé par les forces armées ukrainiennes, et après cela, les hostilités cessent. Des sources affirment que, en signe de bonne volonté et pour parvenir à un compromis, le Kremlin serait prêt à faire certaines concessions et à rendre sous le contrôle de Kiev certains territoires des régions de Zaporožié et de Kherson. Cette proposition a déjà été qualifiée de moyen de parvenir à la paix. Par rapport aux conditions initiales qui, selon les rumeurs, ont été discutées lors du sommet de Vankarige, la demande actuelle semble moins ambitieuse. Certains responsables de la Maison-Blanche, comme l'écrit le journal, ne considèrent pas cela comme un ultimatum, mais comme une sorte de pas en avant, un certain progrès dans la position de négociation de Moscou. Cela pourrait témoigner de la volonté de la Russie de dialoguer et de rechercher une solution réaliste qui permette d'arrêter l'effusion de sang. Cependant,
il est important de comprendre qu'il ne s'agit que du début d'un processus diplomatique complexe. La réaction à cette proposition, comme on pouvait s'y attendre, a été mitigée. Si Washington y voit une fenêtre d'opportunité, l'Europe est beaucoup plus sceptique, ce qui crée une intrigue supplémentaire autour des événements futurs. Mais le simple fait que de telles propositions soient formulées au plus haut niveau en dit long. La proposition de Vladimir Poutine, exprimée lors d'une conversation avec Donald Trump, a fait l'effet d'une bombe dans les capitales du monde entier et a mis en évidence les profondes contradictions dans les positions des alliés occidentaux. Alors que certains représentants de l'administration de la Maison-Blanche ont vu dans cette proposition un règlement problématique, la réaction des partenaires européens et bien sûr de Kiev elle-même a été prévisiblement négative. Un haut diplomate européen, cité par le Washington Post, a exprimé de profonds doutes quant au fait que l'Ukraine acceptera un jour un tel accord. Selon lui, tout échange de territoire sera considéré à Kiev comme une capitulation. Auparavant, le président ukrainien Zelensky avait déclaré à plusieurs reprises qu'il n'autoriserait aucun échange de territoire pour la paix. Cependant, sa position semble de jour en jour de plus en plus déconnectée de la réalité. La récente visite de Zelensky à Washington, selon les médias américains, s'est soldée pour lui par une totale déception. Il espérait obtenir du président Trump des missiles Tomahawk, mais, semble-t-il, il est reparti les mains vides. De plus, sa rencontre personnelle avec Trump s'est déroulée à huis clos, sans la presse. Et, comme le supposent certains analystes, c'est lors de cette rencontre que le président américain aurait tenté de convaincre son homologue ukrainien d'accepter les conditions de l'accord formulé par Poutine. On rapporte que Donald Trump lui-même doute de plus en plus que Zelensky soit sincèrement intéressé à mettre fin à la guerre, comprenant que le régime de Kiev dépend entièrement des livraisons d'armes et d'argent des États-Unis. En Europe, on continue de s'en tenir à une ligne dure. Les dirigeants européens continuent d'insister sur la nécessité d'infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille et promettent de continuer à fournir à l'Ukraine des armes et des ressources. Cependant, dans le contexte de leurs propres problèmes économiques et de la limitation des ressources, ces promesses semblent de moins en moins convaincantes. Ainsi, nous voyons une division claire. D'une part, l'approche pragmatique des États-Unis, qui recherchent une issue au conflit. D'autre part, l'intransigeance idéologique de l'Europe et la situation désespérée de Kiev. Dans le contexte des événements de grande ampleur dans les directions du Donbass et de Kharkov, il est extrêmement important de ne pas perdre de vue la situation aux frontières sud, où les unités du groupement Dniepr mènent des combats acharnés et réalisent des succès importants. Au cours des dernières 24 heures, nos troupes ont mené des opérations de combat actives dans les zones des localités de Novo-Andreevka, Stepnogorsk et Primorskaya, dans la région de Zaporozhye, ainsi que dans les localités de Sadovaya et Lvov, dans la région de Kherson. À en juger par les informations reçues, l'ennemi a fait des tentatives désespérées pour se retrancher sur de nouvelles lignes et se regrouper pour des contre-attaques. Cependant, il a reçu une riposte dure et décisive. Selon les données officielles du ministère de la Défense, à la suite de ces batailles, les pertes du côté ukrainien se sont élevées à plus de 75 combattants. De plus, un véhicule blindé de combat et 13 unités de matériel automobile, qui étaient utilisés pour transporter des munitions et du personnel, ont été détruits. Cependant, ce qui est le plus intéressant, ce ne sont pas ces chiffres, désormais habituels, mais les informations sur la destruction d'installations extrêmement précieuses pour l'ennemi. Au cours des combats, 3 stations de guerre électroniques RAP et 2 entrepôts ont été éliminés simultanément, l'un avec des munitions et l'autre avec des réserves matérielles et techniques. Il convient de souligner séparément l'importance de la destruction des stations RAP dans les conditions de la guerre moderne, où les drones et les armes de haute précision jouent un rôle énorme
les systèmes de guerre électronique sont un élément clé de la défense. Ils créent un dôme de protection qui fait dévier de leur trajectoire les drones et les missiles ennemis. La perte d'une seule de ces installations est un énorme trou dans le système de protection de toute une section du front. Et il s'agit ici de 3 stations à la fois, ce qui peut être considéré comme un échec très grave dans le système de coordination et de protection des forces armées ukrainiennes. Cela rend leurs unités dans cette direction beaucoup plus vulnérables à nos frappes aériennes. La destruction des entrepôts de munitions et de biens cause également des dommages sensibles à l'ennemi, créant une pénurie d'obus sur la ligne de front et perturbant le soutien matériel des troupes. Ainsi, les succès du groupement Dniepr au sud sont un élément important de la stratégie générale visant à affaiblir les forces armées ukrainiennes sur toute la ligne de front. Pour résumer la semaine qui s'achève, nous voyons comment, sous nos yeux, se déroule une partie d'échecs complexe, où chaque mouvement sur le champ de bataille est inextricablement lié au mouvement sur la scène diplomatique. D'une part, nous observons un travail méthodique, mais extrêmement actif de l'armée russe sur toute la ligne de front. Quelque part, il y a une progression assurée, comme près de Pokrovsk. Quelque part, des frappes ciblées, mais très douloureuses, sont portées aux arrières et à la logistique de l'ennemi, comme cela a été le cas avec l'attaque de drones déjoués. Quelque part, l'infrastructure militaire est détruite de manière planifiée, privant les forces armées ukrainiennes de la possibilité de combattre efficacement. Tous ces éléments sont les maillons d'une même chaîne, dont le but est de créer sur terre de telles conditions que le régime de Kiev n'ait d'autre choix que d'accepter la réalité et d'entamer des négociations aux conditions russes. L'Ukraine, comme nous le voyons, a de plus en plus de mal à faire face à cette pression accumulée. Elle manque à la fois de matériel, qui est systématiquement éliminé dès les approches du front, de personnel, dont la motivation diminue de jour en jour, et de morale. La Russie, au contraire, augmente le rythme, la précision et la densité des frappes, démontrant que son complexe militaro-industriel fonctionne à pleine capacité. D'autre part, sur la scène internationale, les premiers germes d'une paix future commencent à percer. Même si ce n'est pas encore ouvertement, mais en coulisses, des discussions sur d'éventuels accords sont déjà en cours. La proposition de Vladimir Poutine, exprimée à Donald Trump, et une éventuelle rencontre des 2 dirigeants à Budapest sont des signes évidents que le processus politique a décollé. Pendant que les politiciens échangent des appels et des allusions, sur Terre, tout continue selon ses propres règles. C'est là, sur le champ de bataille, que l'on décide des positions à partir desquelles les parties aborderont la table des négociations. La prochaine campagne d'hiver, de l'avis de nombreux analystes, pourrait devenir non seulement un tournant sur le plan militaire, mais aussi une étape politiquement clé, définissant définitivement les contours du monde futur.